Bienvenue effectivement dans ce focus de l'hémicycle avec Marc Prikaski. Bonjour. Monsieur le président de Ceva Santé Animale, soyez le bienvenu. Alors je suis très heureux de vous rencontrer parce que voilà une entreprise qui est un spin-off de Sanofi, que vous connaissez bien, vous êtes vétérinaire de formation, vous avez travaillé aussi chez Upjohn, parce que, j'allais dire, l'animal est un peu au centre du bien-être en général, de ce qu'on mange, mais aussi de la façon dont les animaux de compagnie nous accompagnent pendant toute nos vies. Donc racontez-nous un peu cette fabuleuse histoire, parce que ce qu'on ignore peut-être, c'est que vous êtes un des leaders mondiaux dans votre secteur. Absolument, en 25 ans, donc on a eu la chance de pouvoir quitter, faire un spin-off, 14 cadres, on a racheté l'entreprise. Et en 25 ans, on est passé d'une entreprise qui faisait des produits génériques à un leader mondial extrêmement pointu dans tout ce qui est vaccin, parce qu'à l'époque, on avait fait le pari qu'il valait mieux prévenir que guérir, et c'est un pari gagnant, puisqu'on sait que plus on utilise des vaccins, moins on utilise d'antibiotiques. Et on sait que les antibiotiques, c'est une denrée rare qu'il faut absolument protéger. Voilà, donc on est devenu une entreprise de 7000 salariés, 5e mondial, premier français, 47 implantations, 25 usines dans le monde. Donc tout ce que je mange aujourd'hui, c'est vacciné d'une façon ou d'une autre par Ceva ? Oui, globalement, alors peut-être pas les légumes, mais la viande, oui, clairement. Oui. Tout ce que vous mangez est vacciné, parce qu'aujourd'hui, on a un enjeu absolument majeur qui va être de nourrir bientôt 10 milliards de personnes. Et donc la vaccination, les soins qu'on porte aux animaux, la prévention des maladies est absolument clé dans la performance des élevages. Bon, j'ai une partie de la réponse. Je vois bien en quoi la santé animale concerne toute la chaîne de la santé publique. C'est parce que ce qu'on veut manger dans son assiette doit être, j'allais dire, irréprochable, mais ça va au-delà peut-être. Oui, alors ça doit être irréprochable, ça doit être de qualité, et dans cette dimension, vous voyez, je dis souvent, on est des omnivores, donc on est fait pour manger de tout, et la viande et le lait, les œufs ont des qualités intrinsèques, de par les protéines qu'elles contiennent, absolument exceptionnelles. Il faut savoir par exemple qu'un enfant qui ne recevra pas des protéines animales les 2 premières années, par exemple un œuf par jour, son cerveau ne se développera pas correctement et ça sera irréversible. Donc il y a des enjeux, oui, de santé, de développement des personnes, de développement du cerveau, et puis aussi un rôle social absolument majeur, parce qu'on parle souvent de nos élevages. On a une vision qui est européenne, mais en fait le rôle social des élevages, par exemple en Afrique, en Asie du Sud-Est, est absolument essentiel. Alors le monde agricole souffre pas mal, hein, on l'a vu au Salon de l'agriculture, notamment la filière élevage justement, et on parle beaucoup d'essayer de recouvrer notre souveraineté nationale. Ouais. En quoi, par exemple, Ceva, Santé Animale, peut contribuer à sauvegarder cette souveraineté nationale? Par exemple, vous voyez, quand vous avez une maladie, une épidémie, et on voit bien qu'avec le réchauffement climatique, avec l'arrivée de nouveaux vecteurs, souvent du sud de l'Europe et de l'Afrique, vous avez de nouvelles maladies qui arrivent. Donc en fait, notre rôle, là, il y a une nouvelle maladie, la maladie hémorragique des bovins, qui est apparue donc l'année dernière, qui est passée en France. Et là, notre rôle, c'est de développer rapidement un vaccin. La grippe aviaire, par exemple. On a bien vu que cette maladie devenait immaîtrisable. C'est-à-dire qu'elle est passée d'une maladie qui était transmise par les oiseaux migrateurs à une maladie endémique. Et donc, sans vaccin, on n'était pas capable de résoudre ce problème. Aujourd'hui, les canards, par exemple, du sud-ouest sont vaccinés. Alors, pour vacciner, vous m'arrêtez si je dis une grosse bêtise, mais on a besoin de vétérinaires sur place, dans les exploitations, ou dans les haras, ou ailleurs. On parle beaucoup, et c'est un des sujets de santé publique, pour le coup, de désertification médicale. Est-ce que ça touche aussi un milieu que vous connaissez bien, qui est celui des vétérinaires? Ah oui, totalement. Totalement. L'école de Maison-Alfort ne forme plus suffisamment. On n'a pas assez de vétérinaires en France. Alors, elle ne forme pas suffisamment. Aujourd'hui, on forme 450-500 vétérinaires. On va en former un peu plus. Il en faut 900 à 1000. Donc, les autres vétérinaires se forment, par exemple en Roumanie, en Belgique historiquement, en Espagne, donc dans d'autres pays européens. Donc, il y a besoin d'écoles vétérinaires supplémentaires. Et puis surtout, il faut s'assurer que les vétérinaires vont aller sur le terrain et dans nos campagnes. Parce que le vrai sujet que vous voyez aussi pour les médecins, c'est que les vétérinaires ou les médecins se retrouvent dans les grandes villes, dans un certain nombre de zones, les zones littorales par exemple, et plus du tout dans cette diagonale du vide. Et pourtant, il y a des élevages. Mais ça veut dire, Marc Prikaski, que c'est pas impossible d'imaginer qu'on soit obligé de faire appel à des vétérinaires extra-français, européens, comme on le fait d'ailleurs pour des médecins généralistes ou des spécialistes dans l'hôpital public français. Ah, c'est déjà le cas.
C'est déjà le cas. Ah oui, oui. Mais c'est comme ça dans tous les métiers. C'est-à-dire que vous voyez bien que dans une société qui s'enrichit, une partie de la population ne veut plus faire un certain nombre de travaux, ne veut plus vivre dans certaines conditions, notamment dans le monde rural. En fait, vous voyez, on est dans un cercle vicieux. Quand on a concentré sur les métropoles tout ce qu'on voulait concentrer, les hôpitaux, etc., ben, d'une certaine façon, on a accéléré cette désertification du monde rural. Et pourtant, il y a des agriculteurs, des paysans qui vivent et qui nous nourrissent. Donc, il y a des animaux. Ouais. Alors Marc, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Je regardais ce que c'était que One Health. Si je résume, c'est un peu toute la chaîne de la santé, de la plante, de l'animal, jusqu'à la santé publique. Tout ça, en fait, est lié et vous vous occupez, en fait, de l'intégralité de cette chaîne. Oui, alors je le représenterais plutôt comme un triangle. C'est-à-dire que la santé des animaux Si vous dépend de la déployez santé un humaine. triangle, ça fait une chaîne. Hein. Oui, d'accord, mais vous voyez, tout est lié. C'est-à-dire que les 3 points sont liés. Et la plante peut intervenir directement sur l'homme, sur la santé de l'homme. Nourriture de l'animal. Et voilà, exactement, et sur la santé de l'animal. Donc oui, nous, on tient un de ces triptyques, ce morceau-là de la santé animale, parce qu'on sait que 75% des nouvelles infections humaines sont d'origine animale. Et je rajoute de ces infections qu'on appelle des zoonoses, 2 tiers sont issus de la faune sauvage. Faune sauvage, et là vous voyez bien que l'environnement peut intervenir en rapprochant par exemple les animaux domestiques de la faune sauvage, animaux domestiques qui deviennent le réservoir, et puis humains, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Cette fameuse grippe aviaire, elle est maintenant transmise à des mammifères, on voit qu'elle est en train de toucher l'Antarctique, et on s'aperçoit qu'il y a des mammifères marins avec des mortalités de 95% sur les jeunes. Et on sait donc que ces mammifères, d'abord, sont infectés par ce virus et que ce virus se transmet de mammifère à mammifère. Le maillon d'après, c'est l'homme. Voilà le risque majeur. Ouais, c'est pour ça qu'il faut baisser cette pression de circulation du virus, c'est l'homme. Alors, il y a un grand débat en France, parce que quand on parle de santé publique, on peut aussi l'étendre à la santé psychologique des gens, et je pense à nos anciens, aux plus âgés. Oui, oui. Et vous avez vu qu'il y a plusieurs députés qui poussent l'idée que dans les EHPAD, qui ont déjà quelques problèmes, mais on pourrait accueillir les animaux de compagnie. Qu'est-ce que ça pose comme problème en termes de santé publique, même si ça ferait sans doute du bien à la santé psychologique de nos anciens? Ouais. Alors on a des études qui le montrent. Alors permettez-moi je vais utiliser un mot, l'espérance de vie. Vous voyez, des personnes âgées est fortement améliorée quand elles sont en présence de leur animal de compagnie. Vous voyez, on demande à ces personnes d'aller et de laisser leurs meubles, d'aller en général dans une petite chambre. Et puis on leur dit leurs compagnons de tous les jours. Moi j'ai démarré, j'étais véto à Drancy, je me souviens, je travaillais la nuit et je voyais des cas désespérés de personnes âgées qui venaient me demander de sauver leur animal. C'est exactement la même histoire. Donc il n'y a pas de raison que l'animal ne puisse pas être accueilli. Par contre, ça demande un certain nombre de conditions. Et on est en train d'équiper à Libourne un EHPAD. On finance avec le CHU une zone et une autre entreprise qui s'appelle Keops Technologies. On est en train de financer un bâtiment justement pour apprendre quelles sont les conditions pour que finalement l'animal de compagnie vive bien avec la personne âgée, mais aussi avec la communauté. Et comment également, par exemple, les animaux des personnels soignants pourraient venir aussi, etc. Vous voyez, c'est d'une certaine façon, demain, imaginer des lieux de vie où vous aurez des mini-crèches avec des tout-petits, des anciens, des animaux. Vous voyez, ce qui est important. Les crèches en entreprise, c'est déjà un concept. C'est ce qu'on a, nous. On a une crèche en entreprise, c'est super. Voilà, comment, dans un monde où on a tendance un monde dogmatique, à séparer et parfois abandonner nos anciens, c'est ce qui se passe, comment faire en sorte d'avoir un monde plus humain? C'est notre rôle. Dernière question, sur l'innovation, peut-être sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, vous venez d'acquérir une société qui s'appelle Scout Bio. Oui. Donc j'imagine que l'innovation dans un business comme le vôtre, il faut l'avoir sous surveillance. Oui, c'est clé. C'est absolument clé. Là, on a fait une acquisition aux États-Unis d'une structure vétérinaire, mais adossée à plus gros institut de thérapie génique. Alors là, on se projette dans le futur, on faisait des vaccins pour le moment, et là on va demander à l'organisme lui-même peut-être de se défendre, de produire des protéines qui lui manquent. C'est ce qu'on fait pour traiter des maladies rares des enfants, par exemple. Et ça y est, on a cette technologie, évidemment, il faut la protéger, il faut être en avance, il faut aller vite. Et donc c'est tous les enjeux que l'on a dans une entreprise comme Ceva. Vous voyez, une petite entreprise, 7000 personnes, mais qui est oui, mais qui est au top de la technologie mondiale. Moi, c'est une fierté, je dis, pour nous et je pense pour notre pays. Mille merci Marc Brigaski d'être venu sur ce plateau.